Fidèles téléspectateurs, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce 18e numéro du magazine Sécurité civile et population, ponctué par la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Owando et à Oyo dans le département de la Cuvette. Également à Brazzaville, où plusieurs activités dans ce cadre ont été organisées. Notamment le commandement de la sécurité civile qui a organisé une causerie débat au profit de son personnel féminin basé à Brazzaville, cela dans la rubrique Actualité. La rubrique Formation, quant à elle, elle sera consacrée à la formation d'une quinzaine des personnels paramédicaux du commandement de la sécurité civile sur le transport sécurisé des nouveau-nés vers les centres sanitaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Au commandement de la sécurité civile, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars 2023, a été ponctuée d'une causerie débat sur le déroulement de la carrière d'un agent féminin au sein de la force publique. Causerie débat au profit de son personnel féminin basé à Brazzaville. Celle-ci a été animée par le conseiller à la condition militaire, à l'action sociale et à la santé du ministre de la Défense nationale, le colonel Marie-Parfaite Gisèle Delo Manyungu. Reportage. Le déroulement de la carrière d'un agent féminin au sein de la force publique a été le thème de la causerie débat qu'a organisé le commandement de la sécurité civile à son siège, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Animé par le conseiller à la condition militaire, à l'action sociale et à la santé du ministre de la Défense nationale, le colonel Marie-Parfaite Gisèle Delo Manyungu, cette causerie débat a débuté par le mot de circonstance du colonel de police Serge Pepin Itoa-Poto, commandant en second de la sécurité civile. Le déroulement de la carrière d'un agent féminin au sein de la force publique. Ça dit long, ça dit tout. Et il faudrait que vous échangiez calmement. Il y aura des questions qui seront orientées vers la gente féminine et pourquoi pas masculine. Et sur ce, je crois qu'on peut y aller calmement et sans problème. Mon colonel, au nom du général de la sécurité civile, nous vous cédons la parole pour pouvoir procéder. Ce fut ensuite un véritable moment d'échange et de partage entre le colonel Delo Manyungu, animatrice de la causerie, et les participantes, lesquelles l'ont suivi de bout en bout avec une attention particulière. Nous vous présentons l'objectif général de notre thème, c'est avoir un échange interactif. Je dis bien interactif, au fin d'exhorter le personnel féminin à relever les défis des obstacles qui émaillent le déroulement de leur carrière par l'expression d'une ambition affirmée. Et spécifiquement, intérioriser les mécanismes qui permettent un déroulement harmonieux de la carrière par le personnel féminin de la sécurité civile. Nous sommes aujourd'hui autour de la journée du 8 mars. Et je voudrais que l'auditoire puisse nous édifier tous sur ce que c'est la journée du 8 mars. Pourquoi célébrons-nous la journée du 8 mars? Et quelle est votre perception de cette journée? Pour moi, le 8 mars, comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est ce qui devrait être, le 8 mars, c'est la journée des droits internationaux de la femme. Ce n'est pas une journée où nous devons tous arborer nos balles et nous balader avec nos débats. C'est une journée où nous devons dénoncer toutes les inégalités qu'il y a envers les femmes. C'est une journée, pour ce que vous avez dit, de revendication des droits de la femme. Ce n'est pas une journée pour arborer les pagnes et se retrouver dans les débits de boissons et pour certaines faire des violences à l'égard des hommes qui sont leurs maris parce qu'il faut qu'ils leur achètent des pagnes et que ce jour-là, c'est réservé à ce que l'homme
fasse la cuisine et tout. Madame, elle fait un tour au boulot, elle arbore son panne et elle se retrouve dans les VIP pour rentrer à 22h, 23h en abandonnant enfants et mari à leur triste sort. Je parle en tant que femme parce qu'il ne faut pas toujours fustiger les hommes, il faut qu'on se regarde dans le miroir nous-mêmes. La journée internationale du 8 mars, journée des droits de la femme, constitue une journée pour laquelle on met comme un arrêt sur image, si je peux utiliser les termes, on met comme un arrêt sur image, on fait le bilan. On fait le bilan sur nos droits. Tout ce qui a été comme avancé sur les droits que nous revendiquons et sur nous-mêmes, ce que nous faisons nous. Les avancées peuvent être dans ce qu'on vous octroie comme droit et ce que nous-mêmes nous faisons pour que nos droits soient respectés. Et en ce moment-là, après avoir fait un bilan, nous projetons l'avenir. Quand on fait le bilan, on fait une analyse pour les économistes, on dit une analyse soft, c'est-à-dire on voit les points forts, les points faibles et tout ce qui est menace et puis les opportunités que nous avons devant nous. Et ce sont ces opportunités-là que nous regardons comment arriver à les réaliser. Donc, chers messieurs, je veux m'adresser aux messieurs qui sont pour la majorité les chefs, les commandants d'unité ou les chefs de corps, les femmes, tout comme les hommes commandant ces formations qui constituent la sécurité civile, qu'il est temps d'intérioriser le concept de cette journée. Donc justement, notre causerie débat se fera sur cette base-là. C'est sur les droits de la femme dans le déroulement de sa carrière. Je n'ai pas dit, moi je suis de la classe 82 et l'intégration dans la force publique a commencé dès 1974. Voilà. Et les premières qui ont voulu braver cet obstacle que présentait la jante masculine, les premières provenaient de la police. C'est en 1974. Il y a eu donc, le colonel Bendama, si vous avez entendu parler, le colonel Oya, il y a eu encore le colonel Ntia Carole, et puis d'autres. Bon, c'est celles-là que je peux citer. Et je les cite parce qu'elles sont rentrées combattantes, elles sont sorties colonels. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais au niveau de la sécurité civile, on a enregistré les premières dames en 1984. Les premières, il y a une que j'ai retenue, c'est Idéa Félicité. Elle est déjà à la retraite. La majorité, c'était les filles de la classe 83 qui ont rejoint la sécurité civile. Et je vous invite à toujours vous rapprocher des anciennes pour savoir un peu plus. Et le document le plus important sur lequel nous allons peut-être travailler, c'est la loi numéro 7 2011 du 2 mars 2011
portant statut général de la police nationale. Et cependant, je pense que nous avons l'organisation des forces de police au sein de laquelle se trouve votre structure. Toute la vie est dedans, dans ce document. On fait toujours le reproche aux femmes de ne jamais lire. On est beaucoup plus préoccupé par les novellas et tout. Mais si vous n'avez pas aussi le document, mais ça m'étonnerait aussi que beaucoup d'entre vous puissent avoir déjà eu accès à ce document. Est-ce que vous savez que vous avez un document, une loi qui régit votre vie, qu'on appelle statut? Je vous pose la question, est-ce que vous savez? C'est les documents qui régissent la vie des gens dans une corporation. Ici, c'est la corporation principale que vous avez en dehors des mutuelles, mais vous devez connaître comment les choses se passent. Tout le déroulement de la carrière est dit dedans. C'est dit dedans. Ce que je relève, moi, de positif, c'est que il n'y a pas un statut particulier à la femme de la force publique. C'est vrai qu'à l'époque, pour protéger le commandement de l'époque, pour protéger les femmes, à l'époque, on n'avait qu'un seul ministère, c'était le ministère de la Défense nationale et de la Sécurité. Donc, tous ceux qui ont été recrutés avant la guerre du 5 juin, nous étions tous des mêmes ministères. Ce qui faisait que, quand on recrutait tout le monde ensemble, la formation commune de base était faite ensemble, et ensuite toutes les formations qui venaient durant la carrière étaient faites ensemble, et après chacun allait dans la structure qui lui était affectée. Et donc à cette époque, pour protéger les femmes, en 1977, on a élaboré un décret qui portait statut particulier de la femme dans la force publique. Et ce statut est tombé en désuète. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, avec la loi 7/2001 portant statut spécial des personnels de la police, il n'existe pas un statut particulier aux femmes. Parce que la particularité, si je peux me permettre la tautologie, la particularité des statuts particuliers fait qu'il y ait quelque part où il y a comme des largesses qu'on fait et qui ont pour conséquence de diminuer ou de donner de l'inconsidération à vos avancées, à vos grades que vous obtenez. Parce que tout de suite, les hommes, comme ils aiment bien avoir leur esprit de supériorité, ils vont toujours dire que non, vous êtes avancé, nommé sur la base de votre statut particulier qui vous fait des largesses, donc on ne considère pas ce que vous faites. Une séance interactive riche en expérience qui n'a pas laissé indifférentes les participantes à cette causerie débat. Nombreuses de femmes confondent le moment. La journée est confondue au fait. Parce que nous ne connaissons pas en temps normal nos droits. Et aujourd'hui, on nous a signifié que la journée internationale de la femme n'est pas une journée pour la fête. C'est une journée qu'il faut réclamer, là où il faut réclamer les droits de la femme. C'est ce qu'on nous a dit. Et du coup, on a reçu comme leçon
de ne pas aller s'exhiber dans les débits de boissons. On parle, mais en fait, c'est une journée de conscience, une journée de prise de décision, au fait. Pour essayer un peu d'éradiquer les comportements que nous vivons dans les foyers concernant les violences faites à la femme. Je dirais aux femmes, peu importe d'où elles sont, peu importe où elles travaillent, que être femme, comme j'aime bien le dire, c'est un métier. Une femme, ça doit se démarquer doublement par rapport à l'homme. Une femme, ça doit travailler dur, sans oublier les obligations familiales qu'il y a. Mais une femme, dans le domaine professionnel, doit pouvoir se démarquer. Quand elles ont un travail, elles doivent bien travailler afin de vraiment se démarquer dans le bon sens. Parce qu'en fait, c'est à l'issue de ce genre de débat que nous pouvons pointer les problèmes qu'il y a exactement concernant la jambe féminine et les régler. Donc vraiment, c'est une innovation que ce genre de conférence-débat se passe tous les 8 mars. Ce serait bien afin que les femmes puissent s'exprimer et que le commandement en lui-même puisse savoir ce qui ne va pas et régler ces problèmes-là. Signalons qu'avant le déroulement de cette activité, le colonel Marie-Parfaite Gisèle Deloma-Nyungu a été reçu par le général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Le siège du commandement de la sécurité civile a servi de cadre à une session de formation sur le transport sécurisé des nouveau-nés vers les formations sanitaires pour une prise en charge optimale. Cette formation a été organisée au profit d'une quinzaine des personnels paramédicaux du commandement de la sécurité civile. Reportage. C'est une nouvelle touche ajoutée au personnel paramédicaux du commandement de la sécurité civile à travers cette formation d'initiation à la prise en charge et au transport sécurisé du nouveau-né. Initiée par le ministère de la Santé et de la Population par le biais de la Direction de la Santé de l'Enfant avec l'appui de l'UNICEF, cette formation vient à point nommé pour renforcer l'action des services de secours médicalisés de la sécurité civile qui aujourd'hui, dans certaines interventions, impliquent les nouveau-nés. Il s'agit notamment des enfants abandonnés, principalement les nourrissons, les accouchements à domicile, sur la voie publique, ainsi que dans les ambulances de la sécurité civile. Au cours de la formation, les participants ont reçu des enseignements théoriques et pratiques dans le domaine de la santé du nouveau-né, à savoir l'organisation et leur transport vers le centre hospitalier. Rapidement, l'agenda de la journée, il n'y aura pas grand-chose. Nous allons insister. Il y aura la présentation du professeur. Il y aura notre présentation concernant les techniques de réanimation des nouveau-nés. Parce que dans votre exercice, on va être amené à vous appeler. Nous savons votre réactivité, la réactivité de vos services, de la sécurité civile, à assister la population. Et là, vous allez sortir un peu des adultes, on va vous ramener chez les tout petits qui ne sont pas moins que cela nécessiteux. Nous avons dans notre société des accouchements qui se font à la maison, des nouveau-nés en détresse et souvent vous serez appelés et il faudrait que vous ayez la capacité de les maintenir vivants lors de leur transfert, leur transport jusque dans la structure sanitaire qui va les prendre en charge. Mais pour maintenir l'enfant qui a du mal à respirer tout au long de du trajet, vous pouvez vous servir de cet embu. Et là, vous avez donc, là c'est le masque, hein, c'est le masque qui est souvent adapté. Chez le nouveau-né, c'est soit de type 1, de taille 1, ça c'est le nouveau-né à terme, ou de taille 0 chez le nouveau-né prématuré. Ici, c'est ce qu'on appelle la valve de sécurité, c'est pour vous permettre de ne pas envoyer de trop forte pression parce que vous pouvez entraîner des barotraumatismes chez l'enfant. Et ça, c'est ce qui est relié à la bouteille d'oxygène. Donc vous pouvez facilement comme ça, mettre le masque, mettre l'embu, connecter au niveau du baroteur et pendant tout le trajet, vous mettez ça sur les voies respiratoires du nouveau-né. Le nouveau-né, il reçoit son oxygène et normalement, son oxygénation est assurée. Ça peut se faire comme ça. De préférence, le pédiatre doit être là. Nous avons un pédiatre en face de nous, le capitaine. S'il n'y a pas de pédiatre, un médecin urgentiste. À quel moment on doit réaliser le transport du nouveau-né? Premièrement, c'est le nouveau-né provenant d'une maternité, nous pouvons bénéficier sur place des soins adéquats. Je vous prends un exemple. Nous avons tous ici, je crois que vous connaissez notre système sanitaire.
Il y a des CSI qui font des accouchements. Le CSI n'a pas, malheureusement, un service de néonatologie. Il peut arriver qu'un enfant naisse dans une maternité, un CSI, qui ne va pas bien, mais qu'il faut emmener vers un service de néonatologie, que ce soit le CHU, que ce soit Blanche Gomez, que ce soit Talangaï et bientôt Combo qu'on est en train de construire. À ce moment-là, il faut faire un transfert. Les transferts peuvent être organisés par vous. Deuxième indication, il peut s'agir d'un nouveau-né qui est né hors les hôpitaux publics, même hors hôpital, c'est-à-dire soit dans le domicile, soit dans l'espace public. Je crois que vous avez d'ailleurs eu, nous avons suivi là pendant le confinement, vous avez eu beaucoup de cas comme ça à gérer, où soit l'accouchement a lieu dans l'espace public, soit l'accouchement a lieu même dans votre ambulance. Voilà. Donc, quand c'est dans votre ambulance, on considère que c'est dans un milieu médicalisé, mais ça peut avoir lieu dans un espace public. Et là, à ce moment-là, on doit vous faire appel. Vous devez faire le transfert du nouveau-né. Soit tu peux savoir d'un nouveau-né qui était hospitalisé dans un service. Je vous prends un exemple encore. Soit le service de néonatologie de l'hôpital de Makele-Kele, qui n'est pas très bien équipé, qui est équipé, mais pas d'un niveau supérieur. Et l'enfant se dégrade, son état de santé se dégrade. L'hôpital de Makele-Kele décide d'envoyer soit à Blanche Gomez ou au CHU. À ce moment-là, ils doivent vous appeler, puisque ça ne doit plus se faire comme ce qui s'est passé dans le temps dans les taxis, où ce sont les parents qui arrivent avec l'enfant, et là, ce n'est pas dans les bonnes conditions. Donc, ça doit se faire dans vos conditions. Alors, toujours, quelles sont les indications? Le nouveau-né qui est en détresse vitale. Qu'est-ce que je veux dire par là en détresse vitale? C'est-à-dire que soit il est en train de convulser, soit il est en détresse respiratoire, soit il est pâle, soit il est dans le coma. Hein? Tout ce que vous voyez, les états qui ne sont pas bien là, ce nouveau-né-là doit être dans une ambulance médicalisée. Et je vous ai dit, ambulance médicalisée, c'est un transfert médicalisé. À ce moment-là, le médecin doit être là. C'est pour ça que je vous ai dit au début, ça ne doit pas être improvisé. Quand on vous appelle, par exemple, c'est un service, vous devez d'abord vous renseigner quel est l'état du nouveau-né. Est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il réagit? Dès que vous vous rendez compte qu'il ne respire pas bien, il ne réagit pas, il est dans le coma, vous savez que le médecin doit être dans l'équipe. Quand on vous dit non, l'enfant vient de naître, mais il semble aller bien, à ce moment-là, c'est une ambulance simple. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de gros matériel, on n'a pas besoin, quand on va vous acheter, quand vous allez acquérir, on n'a pas besoin d'une couveuse de transport, on a juste besoin du personnel qui arrive pour surveiller l'enfant. À ce moment-là, ça peut être 2 paramédicaux. Mais en haut, ça doit être au moins un médecin qui doit être avec vous. Toujours les modalités de transfert, vous devez toujours respecter les règles d'asepsie. Hein? Le nouveau-né, je vous ai dit, c'est un être fragile, il ne doit pas être manipulé par quelqu'un qui ne sait pas laver les mains, qui ne sait pas nettoyer les mains à l'eau et au savon et au gel hydroalcoolique. C'est pas agréable, hein? Quand on arrive, on se rend compte que mais le truc ne s'allume plus. Ça ne marche pas. Il faut toujours vérifier le matériel avant de partir. Il faut toujours vous enquérir du dossier du patient. Si c'est dans un hôpital, il faut toujours demander le dossier. Est-ce que le dossier est là? Avant de prendre en charge, vous devez toujours lire le dossier. Qu'est-ce qui est écrit? Si c'est dans une maternité, c'est le dossier de la mère. Comment s'est passé l'accouchement? Tout cet ensemble-là. Parce que ça va vous permettre d'avoir déjà une idée de ce que l'enfant a. Au cours du transport, si au début vous avez mis l'oxygène, vous avez mis la perfusion, vous l'avez réchauffé, vous devez vous rassurer que toutes ces mesures au cours du transport sont maintenues, hein? Les mesures thérapeutiques, toujours. Et il faut surveiller les fonctions vitales. Donc vous pouvez vous décider que par exemple chaque 10 minutes, je surveille la température, je surveille la glycémie, je surveille la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Le confort et la régularité priment sur la rapidité. Ça veut dire quoi? Ça ne sert pas d'être rapide. Ouh, après, la voiture entre dans le trou, boum! Ça fait même plus mal au nouveau-né. Quand il est déjà dans votre milieu, vous l'avez déjà mis la perfusion, vous vous assurez qu'il respire bien, que tout passe.
pouvez aller tranquillement. Ça ne sert pas d'aller vite. Ce qui tue lors d'un accident, c'est la vitesse. Et en particulier, l'arrêt. Quand on freine brutalement, ça peut même tuer que... donc, quand on va vite, ça peut être délétère. Donc, quand vous serez avec le chauffeur, vous lui dites, ça va, on a stabilisé le nouveau-né, le service d'accueil est prévenu, on peut aller régulièrement. Mais on n'a pas dit aussi de Igné jusqu'à Brazzaville, de faire 2 heures. À votre arrivée au service d'accueil, vous devez leur présenter le dossier du patient, la lettre du service qui est envoyée, si c'est un service, mais si l'enfant est né, dans la rue, bon, il n'y a pas de lettre. Si l'enfant, par exemple, est né dans une maternité, il doit avoir une lettre. Ils doivent dire ce qui... Donc, vous devez leur exiger que, ah non, faites-nous la lettre pour que nous, on envoie chez les autres. Et vous devez aussi faire votre compte rendu, vous devez aussi remettre au service d'accueil le compte rendu des médicales du transport. À cela s'ajoutent les différentes techniques de réanimation d'un nouveau-né et bien d'autres encore. On vérifie si l'enfant respire correctement. Est-ce que les mouvements respiratoires sont bien visibles? Et chaque fois qu'il faut passer d'une étape à une autre, il faut changer les gants. Les gants qu'on utilise pour l'accouchement ne sont pas les mêmes qu'on utilise pour nettoyer l'enfant. Et une fois que l'enfant a été séché, on a protégé les pieds et la tête, on peut clamper et couper le cordon ombilical. Donc, la coupure du cordon ombilical ou la section du cordon ombilical ne se fait que quelques minutes après. Mais ça, c'est quand tout s'est bien passé. Quand tout s'est bien passé, l'enfant respire bien, il a crié normalement, votre abgar est supérieur ou égal à 7, à ce moment-là, on peut laisser quelques temps et puis couper. Mais si l'enfant naît et qu'il ne respire pas, donc il a besoin d'aide à la respiration, nous sommes obligés de couper automatiquement le cordon et on verra ça plus tard parce que là commencera la réanimation. Parce qu'on ne fait pas la réanimation de l'enfant sur sa mère. Mais vous devez retenir que le clampage et la section du cordon se font 1 à 3 minutes après la naissance. Comme ça, l'abdomen. Et c'est à ce niveau qu'on clampe. Quand on a clampé, on coupe. Et ensuite, on attache. Mais on ne vient pas clamper en haut là. C'est juste 2 cm de l'abdomen. On clampe. Et puis, on sectionne. On laisse à l'air libre. On ne ferme pas. On ne met pas d'alcool. On ne met pas de pommade. Donc, il n'y a pas de bandage. Il n'y a pas de pansement. Vous allez commencer les soins du nouveau-né, les soins essentiels. Et donc, il faut bien comprendre tout ça pour qu'ensemble, nous puissions sauver les vies de ces enfants. Une vie sauvée très tôt, c'est un avenir assuré pour notre pays. Médicalement, on appelle ça l'asphyxie. C'est la première cause d'hospitalisation dans nos hôpitaux. Et c'est la deuxième cause de décès des nouveau-nés. La première cause étant l'infection du nouveau-né, la deuxième c'est l'asphyxie. Un nouveau-né sur 10 a besoin d'aide pour respirer. Ça veut dire que dans 90% des cas, Dieu a fait que quand un nouveau-né naît, un bébé vient au monde, il vient normalement. C'est pour ça que chez nos ancêtres, elles accouchaient seules dans la maison ou dans la forêt. Elles accouchaient seules. Elles coupaient le cordon, c'était fini. Donc, dans 10% des cas seulement, donc un nouveau-né sur 10 a besoin d'aide pour respirer. Donc, pour qu'une réanimation se passe bien, le professeur l'a dit, on n'improvise pas. On doit préparer le matériel pour toute situation. J'ai l'embu, j'ai le masque. Non, le préparer, c'est vérifier sa fonctionnalité. D'accord? Il doit ventiler de l'air, donc vous devez voir si l'air passe au niveau de la pompe de la main. Vous vérifiez le matériel.
Les premiers soins de réanimation doivent commencer dans la minute qui suit la naissance. Le docteur Diatewa l'a dit tout à l'heure, un nouveau-né, dans la première minute, il doit respirer normalement. Pourquoi il doit respirer normalement? Parce que si une minute passe, après cette première minute-là, il peut déjà y avoir des dégâts au niveau du cerveau. Voilà pourquoi on parle de la minute d'or. Pendant cette minute-là, les choses doivent se passer très, très vite. Elle a dit tout à l'heure, les soins essentiels, c'est le séchage. On lève l'enfant du ventre de sa maman, on le met là, on le sèche rapidement. Mais tout ça, ça doit se passer en moins d'une minute. Et on doit regarder. Si à partir de 1 minute, l'enfant ne respire pas, c'est là où on rentre dans notre sujet. On va l'aider à respirer. S'il n'y a pas de battement au bout de 5 minutes et que l'enfant ne respire pas, il est mort. Il est mort. Ça ne sert à rien de s'acharner. Il est mort. Mais si vous avez un petit battement, même faible, vous continuez à l'aider à respirer. Et rien que l'amélioration de la respiration peut faire que le cœur devienne normal. Si au bout de 5 minutes, il y a le cœur et la respiration n'est toujours pas bonne, mais le cœur est là, là, on va passer à la deuxième étape, c'est le massage cardiaque en même temps que la ventilation. Donc, toujours avec notre stéto, on poursuit la ventilation. Et vous empaumez le thorax. On ne va pas soulever l'enfant, il reste couché. D'accord? Tête en hyperextension. On empaume le thorax, on met les 2 pouces côte à côte au niveau du sternum. Et attention à la pression qu'on va exercer. C'est un petit bébé, il est fragile. On ne va pas mettre tout son poids. Quand tu pèses 100 kg, tu vas mettre tout ton poids, tu casses les côtes. Ça va créer un autre problème. Donc la pression doit être aussi mesurée. On fait à peu près 10 à 15 mouvements comme ça et on ausculte pour voir si le cœur s'est amélioré, les battements se sont améliorés, d'accord? Vous pouvez assurer. À l'issue de la formation, les bénéficiaires n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. On a toujours eu ce genre de cas et surtout pendant le confinement, on a eu des accouchements dans les ambulances et nous avons conduit la maman et le nouveau-né au niveau des hôpitaux. Sauf la formation d'aujourd'hui est venue spécialement nous apprendre le transport du nouveau-né d'un endroit à un autre endroit, au fait, à un hôpital. Notons qu'une quinzaine de paramédicaux ont été formés pour cette première vague. Mesdames et messieurs, clore est le principe de tout commencement. C'est par là que nous mettons fin à ce 18e numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges Massamba. Et la suite au prochain numéro.